Paolo Maria Paoli delle Ville et Domenico Tomasini d'Otiadana. C'est-à-dire, c'est restreint quand même. Restreint autour de quoi? De Speloncat, qui est le dernier pôle de résistance sur lequel il peut compter. Alors, le roi Théodore, jusqu'en 1743, il va essayer de revenir. Faire des va-et-vient, 1736, 1743, c'est long. Hein. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Corses n'ont pas mis fin tout de suite en disant, bah, c'est terminé, on change? Mais parce que d'abord, ils n'ont pas de solution de rechange. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas trop et on n'a personne à mettre à la place hein, pour l'instant. Et puis il nous dit qu'il va revenir, essayons de voir. Et surtout, ils disent, le système qu'on a mis en place avec cette constitution, tout ça, ces statuts criminels, ça nous convient, c'est ce qu'on veut. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Essayons de voir comment on le tient. Enfin, c'est là qu'ils attendent. Alors, en 1743, Théodore revient. Et il revient en Balagne. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut qu'il tienne la Balagne pour reprendre son trône. Il revient en Balagne. Et le 19 janvier, il débarque. Pas lui, il débarque. Il est à Lozari, sur un bateau anglais. Il fait débarquer son secrétaire qui va chez Orso Giacomo Fabiani de Monticello, le palace. Et il fait des lettres, il transmet des lettres à Tommaso Giuliani, Paoli de Ville, et Ambrogio Quidisi de Speloncato, Croce de Lavatoge, Jean-Pierre Gaffori de Corté, etc., etc. Mais tous les gens qui reçoivent des lettres disent oui, d'accord, il a des armes. Mais ce n'est pas des armes qu'on veut, c'est le soutien d'une autre nation. Ce n'est pas suffisant, on n'y arrivera pas. Pas seulement en nous donnant des armes. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide l'amnistie. Il envoie un papier en disant je fais l'amnistie, tout est effacé, vous êtes tous mes amis, sauf Erasmo Morticone, le père de Pascal Paoli, Gregorio Salvini et les assassins de Fabiani, bien sûr. Bon. Enfin bon, ça ne change rien. Le 1er février, il revient sur un navire anglais à l'île Rousse. Alors, qu'est-ce que nous apprend? Qu'est-ce qui se passe à l'île Rousse? Ben, il y a une chaloupe qui débarque, avec qui? Le lieutenant Renucci, de Feligetto, qui est sur le bateau des Anglais et qui débarque avec 2 officiers anglais. Et il débarque en disant, ben voilà, venez voir, il y a des armes pour continuer la guerre avec Théodore. Il est là, il est prêt à vous engager dans la guerre. Alors, malheureusement, je ne connais pas le prénom de ce lieutenant Renucci. Et donc, il a toujours des lettres à un grand dit de Monticello, à Croce de Lavatoge, à Giulio Savini de Santa Reparata. Mais les gens, ils vont sur le bateau, ils voient qu'il y a des armes. Ils redescendent, ils disent oui, il a des armes. Les chefs des villages disent c'est pas suffisant, hein. Pas avec ça qu'on va continuer. Et donc, il faut mettre fin à tout ça. Et où c'est qu'on va mettre fin à tout ça? À Speloncat. Consulte au couvent. Le 14 mars 1743, consulte de Speloncat. On réunit toutes les fiefs de Balagne et on dit qu'est-ce qu'on fait avec Théodore. Et là, la décision est prise. Théodore, c'est fini. Théodore, c'est fini. Il n'est plus notre roi. Et le 17 mars, c'est-à-dire 3 jours après, réunion générale de la Corse dans le Bauge, consulte du Bauge, et il nomme 2 régents, c'est-à-dire, voilà, on n'a plus de roi, on a 2 régents, Tommaso Giuliani et Brandimar et Mar. Le problème, c'est que, bien gentil de nommer des régents, mais il faut continuer la guerre, et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il va y avoir une opposition entre les partisans de Giuliani et les partisans de Gaffori. Gaffori de Corté a été un soutien absolu de Théodore. Et c'est quelqu'un qui a été aussi un pilier de cette consulte de 1935. Tommaso Giuliani dit il faut revenir à avant 1935. C'est-à-dire qu'on négocie avec Gênes. On reprend les négociations avec Gênes. Et Gaffori dit non, 1935 c'est définitif,
le roi Théodore, c'est définitif. Donc ce chaînon, on ne l'oublie pas. On ne revient pas avant 35. On continue, mais on n'oublie pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire rompre avec Gênes. Ben oui, mais c'est deux choix stratégiques différents. Et Thomas Tommaso Giuliani, qui croit qu'il va obtenir quelque chose de Gênes parce qu'il y a eu toute cette pression, etc., il n'obtiendra rien. Et à force de rien obtenir, eh bien, la Balagne, à la consulte de Toani du 31 juillet 53, va dire « Nous, on laisse tomber Giuliani, on va avec Gaffour, parce que Giuliani n'obtient rien, donc on appuie Gaffour. » Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire sur laquelle on va peut-être un jour. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé le 18 juillet 1736 à Speloncat? Alors, il s'est passé une tentative d'enlèvement du roi pour le livrer aux Génois. C'est ce que nous dit dans ses mémoires Sébastien Lecoste. Il dit que Tommaso Giuliani de Moore, le révérend père Franceschi de Belgodère, Anton Marco Tortora de Cassane et Anton Marco Malaspina de Speloncat s'étaient ligués pour essayer de prendre le roi et de le livrer aux Génois pour dire on s'en débarrasse. Alors, comment ils arrivent à ça? Je vous ai dit qu'il était à Montémajor et qu'il part de Montémajor. Il part de Montémajor notamment avec le père de Pascal Pau. Ils vont à Marcasse, 17 juillet, Marcasse. Et à Marcasse, le père de Pascal Pau dit bon, il faut retourner vers Corté, donc on passe à Speloncat, et le père de Giacinto Paul dort au couvent, et le lendemain, il part. Et il dit au roi, venez avec moi, on part. Le roi se méfie, parce qu'il dit, bon, avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment, il vaut mieux se méfier. Et donc, il décide d'aller à Santa Reparata, chez le révérend père Fabiani, qui a été devenu le successeur familial, je dirais, du clan familial des Fabiani. Et il passe la nuit là-bas. Et ensuite, le lendemain, ben, il faut bien qu'il parte. Et comme je vous ai dit, la sortie, c'est Speloncat. Et donc, il faut bien sortir par Speloncat. Donc, il va à Speloncat, il s'installe au couvent pour pouvoir partir le lendemain. Et là, vers 8 heures du soir, le roi reçoit des émissaires qui sont des représentants de la communauté de Speloncat qui viennent le voir en lui disant voilà, il y a des gens qui voulaient vous kidnapper, mais à ces gens-là, nous, du village, nous leur avons dit pas question que le village de Speloncat soit flétri d'une éternelle infamie en étant le village où on a arrêté un roi pour le livrer aux Génois, un roi de Corse pour le livrer aux Génois. Cela ne se fera pas, sinon, vous, messieurs les comploteurs, ce sera la bataille entre vous et nous. Et donc, les comploteurs ne font rien. Le roi est informé, et le roi peut partir le lendemain matin vers le Giunzane tranquillement. Voilà ce qui s'est passé à Speloncat, mais ce qui est important, c'est la réaction des Speloncatais. Alors, dans la petite histoire de Speloncat, en mars, que j'avais écrit en mars 2004, j'avais publié sur le site de l'Accademia Gauss et qui avait été repris par Noidotti, j'avais dit qu'il y avait, à propos de cette histoire, un petit document qui avait été retrouvé du côté de Cassane, qui était un document d'un clerc qui écrivait des maximes comme ça sur tous les villages. On voyait bien que ce clerc était un pro-théodorien, pro-Théodore, et il écrivait comme ça des maximes. Et sur Speloncat, pour illustrer cet épisode, il avait mis Unde lego abet zizania. Et j'avais traduit, dans mon petit truc, j'avais traduit ça très, très rapidement et d'une manière qui n'était pas la bonne. J'avais traduit ça, pourquoi tant de discorde? Voilà. En me trompant. Et vous savez, quand vous écrivez quelque chose, des fois, vous ne savez pas quel est le sort de ce qui va prendre ce que vous écrivez. Et alors, cette maxime, Unde lego abet zizania, a prêté à des informations, à des interprétations, je dirais, moi j'appelle fantaisistes. D'abord, on a dit, ah ben, Speloncat, il y a de la discorde parce que c'est les deux pièves qui s'opposent. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, Speloncat est uni et il domine sur deux pièves.
il n'y a pas du tout de conflit entre les gens de la piève de Toane et à Speloncat et les gens de la piève de Saint-André. Les gens habitent indifféremment d'un côté de l'autre, ils se marient indifféremment d'un côté de l'autre. Les églises, les gens de la piève qui habitent ici, ils donnent pour l'église où ils se marient à l'église Saint-Michel. Il n'y a aucun conflit. Il n'y a aucun conflit de clocher. Ce n'est pas parce qu'il y a deux églises qu'il y a des conflits de clocher. Au contraire, les deux clochers s'entendent très bien. Et il y a une communauté unie avec deux églises, mais qui est à cheval sur deux pièves. Mais ça veut dire qu'elle domine, elle a l'influence sur deux pièves. C'est tout. Et alors ensuite, cette petite maxime, certains voulaient en faire presque la devise de Speloncat, comme si Speloncat était le pays de la zizanie. Alors, il fallait chercher d'où venait cette maxime pour essayer de la comprendre. Et là, j'ai eu l'aide d'Édouard, qui, en cherchant, a retrouvé que cette phrase était tirée de l'évangile de Saint Matthieu, de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et que dit la parabole du bon grain et de l'ivraie? Le Seigneur a planté du bon grain et ses serviteurs le voient pousser. Et quand ils le voient pousser, ils voient qu'au milieu du bon grain, il y a de l'ivraie qui pousse. Et ils disent, mais Seigneur, n'est-ce pas le bon grain que tu as semé là dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Comment on dit en latin, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Unde lego habet zizania. Zizania, c'est l'ivraie. C'est pas la discorde, c'est l'ivraie. C'est le nom latin de la céréale, la mauvaise céréale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il a écrit, ce clerc? Ça veut dire, mais c'est pas possible que dans un village comme Speloncat, qui est un village de patriotes qui combat depuis 1730, qu'il y ait des opposants au roi. C'est pas possible dans ce village. Ça veut dire que Speloncat est le pays du bon grain. C'est pas le pays de la zizanie, c'est le pays du bon grain. C'est ça que ça veut dire. Et que dans un pays du bon grain, c'est pas possible qu'il y ait de l'ivraie. Voilà. Donc, la preuve que c'est le pays du bon grain, c'est les principaux de Speloncat qui disent, et la population de Speloncat qui dit, nous, on ne veut pas être frappé d'infamie pour avoir fait, soit chez nous qu'on a arrêté. Nous, on a une réputation, notre réputation, c'est on est le pays du bon grain, si j'ose dire, nationaliste. Hein. Et donc, la preuve en est d'ailleurs que c'est le pays du bon grain dans ce courant national. C'est que quand Pascal Paoli va choisir des cadres de la nation corse, il y a des villages où il en choisit un, il y a des villages où il n'y en a pas. À Speloncat, il y en a quand même 3 cadres très importants de la nation corse pendant le généralat de Paoli. Il y en a un qui est membre du gouvernement et ensuite président de l'Assemblée nationale corse, de la Diète, c'est Dominique Arrigue. Ensuite, il y en a un qui est intendant et trésorier, ça veut dire qu'il est ministre des Finances. Ministre des Finances de l'État corse, c'est Marco Maria Carli, et il y en a un, qu'on oublie un peu, qui est chef de la junte contre les séditieux. La junte contre les séditieux, c'est la gendarmerie qui va de village en village où il y a des gens qui sont des opposants au régime pour réduire les gens. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Antonio Pizzini, le capitaine Antonio Pizzini, qui est avec une troupe de 80 hommes dont beaucoup de Speloncatais. Vous savez, les capitaines, ils recrutaient autour d'eux. Donc ça veut dire que, bon, ces 3 hommes, c'est des hommes qui ont été très importants. Donc, Speloncat est le pays du bon grain. Voilà, j'en ai fini.